J'ai vu Marty Suprême de Josh Safdie, et c'est bon, enfin je comprends la hype autour de ce film. Je comprends pourquoi il est nommé aux Oscars. Alors j'ai trouvé ça génial, de mon point de vue c'est excellent, mais objectivement c'est peut-être pas parfait. J'ai quelques questionnements autour de la clarté du propos, mais je pense que c'est plus de la faute des potentiels spectateurs que du réalisateur. Alors les frères Safdie à la base on les connaît pour des films sur des personnages qui sont constamment dans l'urgence, et qui sont dans une spirale autodestructrice, qui font tous les pires choix possibles, et qui sont souvent joués par des acteurs qui sont connotés, et que les Safdie vont essayer de réhabiliter. Ils ont percé surtout en 2017 avec Good Time, avec Robert Pattinson, qui à ce moment-là était encore un peu associé à Twilight et à son rôle d'Edward qui lui collait bien à la peau, et dont tout le monde se moquait, en mode c'est vraiment nanardesque. Et puis il a enchaîné les projets, dont Good Time, qu'il a fait avant The Lighthouse, avant The Batman, et c'est un des films qui a fait se rendre compte au public que Pattinson, en fait, c'est un putain d'acteur, peut-être un des meilleurs acteurs de sa génération. Ils ont réitéré avec Uncut Gems, qui est sorti en 2020, mais je crois que c'était une exclue Netflix, avec Adam Sandler qui joue un bijoutier dans un thriller où, pareil, c'est un gros con qui fait que les pires choix possibles. Et Adam Sandler, on le connaît comme étant le Danny Boone américain. C'est un mec qui fait que des comédies à la con avec du cul, machin, qui sont pas très intelligentes et qui sont souvent pas vues comme du grand cinéma, comme Happy Gilmour, par exemple, je sais pas. Mais là, il se retrouve dans un rôle sérieux et en fait, il joue trop bien Adam Sandler. Il faudrait lui donner plus de rôles dramatiques. On se retrouve quasi 6 ans plus tard et les frères Safdie se sont séparés. Ils ont décidé de faire deux projets différents. D'un côté, on a Benny Safdie qui a sorti il y a quelques mois Smashing Machine avec Dwayne Johnson, un acteur qui est plutôt égocentrique, qui a produit ses propres films pour se donner le rôle du mec le plus fort que Superman carrément, et qui là se retrouve dans un rôle dramatique où il joue un catcheur qui a réellement existé dans un biopic et qui doit apprendre à accepter justement sa vulnérabilité et sa faiblesse. Donc c'est un peu ironique de mettre The Rock là-dedans et c'est un peu méta, mais formellement c'était pas passionnant. C'est pour l'anecdote de vous saviez que The Rock il a fait un rôle dramatique comme ça. Et donc là arrive Josh Safdie. C'est un peu comme quand les frères Cohen se sont séparés, vous savez, genre Ethan il a fait que des comédies de merde et Joel on l'a vu faire une adaptation shakespearienne en noir et blanc qui référençait Orson Welles, et là on s'est dit il y a peut-être un des frères qui est mieux que l'autre quand même. Mais là on se rend compte que c'est un peu Josh qui portait le duo quand même. Si on compare les deux films, c'est le plus Safdien, c'est celui qui ressemble le plus à Good Time ou Uncut Gems, surtout c'est Uncut Gems en x10. Là il nous fait un faux biopic avec pour personnage principal Marty Mauser, interprété par Timothée Chalamet, assez librement inspiré de Marty Reisman, qui est un ponguiste qui a réellement existé. Et un des signes d'un très bon film pour moi, c'est le fait d'avoir une mise en scène assez bonne pour me faire m'intéresser à un sujet dont je me bats les couilles. Je m'en fous du ping-pong, je déteste ça. Au collège, j'étais toujours à la dernière table, et pour cause, le ping-pong n'est pas vraiment le sujet principal. C'est un thriller coming of age qui a pour fond de toile le ping-pong. Ce qui permet de faire un rise and fall, une espèce de faux shonen où c'est le mec qui veut être le plus grand joueur, sauf que c'est une enflure. Bon, je sais pas trop par où commencer. J'ai essayé de réfléchir à une seule phrase qui puisse vous vendre le film. Imaginez, arrête-moi si tu peux, si c'était réalisé, pas par Spielberg, mais par Martin Scorsese, sous coque. Parce que c'est ultra effréné, bon déjà on le ressentait dans leurs autres films, dans Good Time et tout, ils adorent le cinéma de l'urgence, comme on dit, c'est éreintant, le montage, il va à 200 à l'heure, les personnages s'écoutent jamais, il y a pas de communication, les dialogues ils se chevauchent, ils se parlent toujours les uns sur les autres, ce qui fait que c'est juste fatigant à suivre, et c'est ce qui rend le film très bon, c'est que il a un rythme insoutenable, tout ça en plus pour nous faire suivre un personnage qui est un petit con quand même, qui est un personnage narcissique, manipulateur qui va passer son temps à écraser les autres, à essayer de les oppresser et être meilleur que tout le monde. Et justement, c'est un point qui me fait un peu peur, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde, le fait que représentation ne veut pas dire approbation. Je sens que Josh Safdie a voulu faire un de ses films cultes, peut-être même un peu trop, peut-être que le film se rêve plus grand que ce qu'il est, mais on verra à long terme, il y a moyen que ça soit un film qui soit marquant, qui aimerait être un de ces films à la Scarface, Le Loup de Wall Street, American Psycho. Est-ce que vous voyez le lien que je veux faire? Tous ces films, ils ont pour protagonistes des enflures, des gens qui ne sont absolument pas admirables, mais qui sont devenus des sortes de modèles pour des incels masculinistes, alors que le message du film c'est tout l'inverse. C'est censé être des exemples pour dénoncer des problèmes systémiques à détruire. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup cette culture de le protagoniste, c'est le héros. Si tu le suis, c'est que t'as envie de le voir gagner quoi. Alors que je pense qu'on y gagne beaucoup plus au change à faire des personnages qui sont moralement ambigus, plus humains, plus nuancés, avec beaucoup de défauts. Et là, Timothée Chalamet, il joue comme si sa vie en dépendait, surtout pendant les matchs, là, il est à fond. Je pense que
s'il gagne l'Oscar du meilleur acteur, je serais plutôt satisfait. Sachant que dans toute cette tradition du cinéma des Safdie, Chalamet c'est plus vraiment un acteur connoté. Au début de sa carrière, Call Me By Your Name, tout ça, c'était un peu la belle gueule, le jeune acteur avec sa tête de rongeur qui est partout et au point que ça en devienne presque insupportable parce que t'as l'impression qu'il y a 3 acteurs à Hollywood. Mais entre-temps, il a fait Wonka où il a pu prouver qu'il était quand même assez expressif. Il a fait Dune où il a pu montrer qu'il avait quand même pas mal de charisme. Et actuellement, quoi qu'on pense de Timothée Chalamet, c'est quand même fou d'avoir la trentaine et d'avoir une rétrospective de carrière aussi riche. Le mec, il a joué pour Adam McKay, pour Wes Anderson, pour Greta Gerwig. C'est pas rien, quoi. Et je trouve ça super intéressant de le voir jouer un personnage qui est là pour déconstruire le rêve américain. Bon, il a été déconstruit 1000 fois depuis, on le sait, mais là, ça se passe dans les années 50. Donc, c'est là pour nous montrer que le rêve américain n'a jamais existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'était déjà le cas dans The Brutalist, mais là, il arrive en tant que juif aux États-Unis en se réappropriant le récit de l'Holocauste qu'il n'a pas vécu et qu'il fait raconter à d'autres personnes qui sont des personnes qui ont été beaucoup plus généreuses que lui. C'est quand même sacrément dégueulasse de sa part et qui fait tout pour économiser, pour faire un match de revanche au Japon qui à ce moment-là en plus après la Seconde Guerre mondiale est occupé par les États-Unis. Donc il y a une espèce de revanche entre les deux pays. Il y a tout un contexte politique où c'est un personnage qui se fait humilier par un japonais alors qu'ils viennent de le renvoyer 2 bombes nucléaires sur la gueule et qui passe son temps à faire des choix qui soit vont l'humilier, soit vont descendre son entourage parce qu'il est là aussi pour détruire la méritocratie américaine, la méritocratie de manière générale d'ailleurs, cette espèce d'illusion que les États-Unis nous ont vendue pendant longtemps avec leur politique libérale en disant si vous voulez réussir, devenir milliardaire, venez aux États-Unis, alors que les milliardaires ils ont soit hérité, soit ils ont écrasé et exploité tous les autres jusqu'à causer des morts indirectes. Et c'est ce que fait Marty dans le film. Là, son besoin de réussite, il va au-delà de toute morale et de toute empathie. Là, c'est une accumulation d'éléments qui font de Marty Suprême un très grand film. Je comprends complètement l'engouement autour, même si on a été matraqué, la promo, surtout aux États-Unis, c'était assez monstrueux et on se retrouvait avec des blousons, des balles de ping-pong, des pop-up stores, Timothée Chalamet qui était au-dessus de la sphère géante à Las Vegas, là où ils ont fait la diffusion étendue en IA dégueulasse du Magicien d'Oz là. Mais moi j'en ressors assez fatigué et en même temps j'ai grave envie de le revoir. Ça a beau faire quasi 3 heures, c'est tellement divertissant que ça passe crème.